Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des stratégies d'investissement. On s'appuie aujourd'hui sur un guide juridique et patrimonial. Notre objectif va décrypter comment faire des choix éclairés. On parle de prudence, de diversification et de ce fameux couple rendement-risque. D'ailleurs, la source le dit tout de suite. Il n'y a pas une seule meilleure stratégie. C'est plutôt une approche sur mesure. Alors par où on commence? Peut-être par se connaître soi-même. Pourquoi c'est si essentiel avant même de parler d'argent? Ah oui, c'est absolument la pierre angulaire. Sans définir clairement ses propres objectifs, est-ce qu'on veut, disons, se constituer un patrimoine pour plus tard, Hmm, générer des revenus maintenant, ou juste faire grossir un capital existant? Et puis il y a le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. Plutôt prudent, équilibré, ou alors plus dynamique, en acceptant les secousses pour viser plus haut. Sans cette auto-évaluation, franchement, on navigue un peu à vue. Ça détermine l'horizon de temps, la tolérance aux fluctuations du marché, et ça oriente vers les bons types d'actifs. C'est vraiment la base du démarche rationnelle. d'accord. Une fois qu'on a cette boussole interne, le guide insiste beaucoup sur la diversification. Le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on connaît. Mais la source va plus loin, c'est ça. Ce n'est pas juste varier actions, immobilier, obligations. Exactement. La diversification, ça touche bien sûr aux classes d'actifs, mais aussi aux zones géographiques, aux secteurs d'activité. Et un point clé du guide, c'est aussi la diversification via les structures juridiques. On peut détenir ces actifs en direct, évidemment, mais on peut aussi utiliser des sociétés. Une SCI, par exemple, pour l'immobilier, ça peut simplifier la gestion et la transmission. Ou alors des enveloppes fiscales. Comme l'assurance vie ou le PEA. Tout à fait. L'assurance vie, le plan d'épargne en action, ces structures, ce n'est pas juste de l'organisation, c'est stratégique. Ah oui. Ça importe un vrai plus. Absolument. Déjà, ça réduit le risque si un secteur précis prend un coup. Le guide parle d'amortir les chocs exogènes. Et surtout, ce sont des outils d'optimisation. L'assurance vie, bon, elle offre une fiscalité plus douce sur les gains après 8 ans et un gros avantage pour la succession avec l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans. Et le PEA, lui, il permet d'investir en actions européennes et d'être exonéré d'impôts sur les plus-values après 5 ans. C'est quand même pas négligeable. Très intéressant. Et si on regarde les actifs eux-mêmes alors? Le guide détaille pas mal d'options. Pour l'immobilier, on pense souvent à acheter pour louer, peut-être en meublé, le LMNP. Oui, le statut de loueur en meublé non professionnel, qui a ses spécificités fiscales. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'immobilier papier. C'est-à-dire les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Là, on achète juste des parts et la gestion est complètement déléguée. C'est pratique. Ou alors les foncières cotées en bourse, qui sont plus liquides, plus faciles à acheter et vendre rapidement. Chaque option a son propre profil de risque et de rendement. Et côté marché financier, pour les actions par exemple, il y a différentes manières de faire, pas juste acheter et attendre. Non, non, il y a plusieurs philosophies. Certains aiment la régularité, avec l'investissement programmé. Vous savez, verser la même somme à intervalles réguliers pour lisser le prix d'achat moyen. C'est le DCA, Dollar Cost Averaging. D'autres sont plus dans l'esprit buy and hold, acheter et conserver très longtemps, un peu à la Warren Buffett. Et puis il y a les ETF, ces fonds indiciels qui suivent un indice boursier. C'est un moyen simple et peu coûteux de diversifier, souvent via un PEA ou un compte-titre. Et Guide parle aussi de choses qui semblent plus pointues. La holding, le démembrement de propriété. En quelques mots, c'est quoi EXO? Alors oui, là on entre dans des techniques d'optimisation patrimoniale et fiscale un peu plus avancées. Une holding, ça peut permettre de regrouper les revenus de différentes sociétés avec une fiscalité potentiellement plus douce, grâce au régime mère-fille notamment. Le démembrement, c'est quand on sépare l'usufruit, le droit d'utiliser le bien ou d'en recevoir les revenus, de la nue propriété, le droit de posséder les murs si on veut. C'est souvent utilisé pour préparer une transmission de patrimoine pour en réduire le coût fiscal à terme. Mais, et le guide insiste là-dessus, attention, ce sont des outils puissants, oui, mais complexes. Il faut absolument se faire accompagner par des experts, notaires, avocats fiscalistes, conseils en gestion de patrimoine, pour être sûr que c'est adapté et bien monté. D'accord. Donc si on devait résumer la philosophie générale de ce guide, la meilleure stratégie, c'est celle qui nous correspond personnellement, qui est bien diversifiée, partout actif, géographie et même structure juridique, qui vise le long terme, qui est solide juridiquement et qui utilise les optimisations fiscales possibles dans le respect de la loi, bien sûr. C'est tout à fait ça.
Et ça soulève d'ailleurs une dernière question, je trouve, qui va au-delà de la technique pure. Peu importe la qualité de la stratégie sur le papier, comment l'investisseur, lui, gère ses propres émotions face aux hauts et aux bas inévitables des marchés. Cette discipline, cette psychologie, c'est souvent l'ingrédient un peu oublié, mais pourtant crucial pour réussir sur la durée, non ?